Salut tout le monde. En préambule de cette vidéo, je vais vous préciser quelque chose d'important. C'est que je n'ai pas de parti pris. En fait, je considère l'alchimie comme un outil. Je fais toujours cette métaphore. Si vous prenez un scalpel et que vous le donnez à un criminel, à un tueur, qu'est-ce qu'il va faire avec? Forcément, il va faire du mal. Il va aller tuer d'autres personnes avec ce scalpel. Mais si ce même outil, vous le donnez à un docteur, à un chirurgien en l'occurrence, et ben lui, il va faire l'inverse. Il va aller sauver des vies. Donc vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas vraiment l'outil, c'est plutôt la main qui va utiliser cet outil. C'est la même chose avec les armes à feu. Si vous donnez un pistolet à un voleur, il va aller cambrioler une banque avec et il risque de tuer des gens. Mais si vous donnez ce même pistolet à un policier, c'est le contraire. Il va aller sauver des gens. Il va empêcher quelqu'un de violer une femme ou bien justement le voleur de braquer la banque. Donc vous voyez, c'est pareil avec la magie. Il y a un point qui est important à préciser, c'est que je ne suis pas alchimiste. Déjà d'un point de vue opératif, je n'ai pas de laboratoire, je ne fais pas d'expérience, je ne sais pas de faire de grandes œuvres, la pierre de lumière, etc. Et aussi d'un point de vue spéculatif, la voie royale, c'est quand même une introspection spirituelle, décalcifier la glande pinéale pour ouvrir le troisième œil, et ça je ne le fais pas. Donc je suis ni dans la voie spéculative, ni dans la voie opérative. Je ne suis qu'un observateur. J'essaie de comprendre les choses d'un point de vue extérieur, et j'essaie de ne pas avoir de parti pris. Même si je sais que l'ésotérisme, l'alchimie, donc l'ésotérisme en fait parle toujours d'alchimie, d'hermétisme, est le socle de toutes les sociétés secrètes du monde. Et comme elles dirigent le monde, on pourrait donc en conclure qu'ils sont négatifs, puisque quand on connaît l'état actuel du monde, on se dit, si ceux qui ont fait ça sont alchimistes, l'alchimie est mauvaise. Mais c'est là où moi justement je prends du recul, j'essaie de ne pas généraliser. Je sais qu'une minorité d'individus peut donner une très mauvaise image à la majorité. On peut le voir avec les policiers par exemple. Et ce n'est pas parce qu'il y a des policiers qui vont matraquer des femmes, des vieillards, des enfants, que ça veut dire que l'ensemble des policiers sont comme ça. De la même manière que si on prend la franc-maçonnerie par exemple, ce n'est pas parce qu'on peut considérer que l'élite tout en haut est mauvaise et néfaste pour l'ensemble de l'humanité. Ça ne veut pas dire que tous les francs-maçons sont mauvais. L'immense majorité des francs-maçons ne savent même pas ce qui se joue derrière. Souvent ne sont même pas au courant de l'alchimie, ne savent même pas que tous les symboles qu'ils voient tous les jours dans leur temple, etc., parlent d'alchimie. Donc il faut toujours essayer de relativiser, de ne pas généraliser, mettre tout le monde dans le même sac, pour citer des proverbes, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et voilà, je voulais faire ce préambule parce que vous voyez pas forcément, mais des fois je me fais insulter. Il y a un mec qui m'a traité de sataniste, et il est parti dans l'onglet communauté, il a vu la dernière publication, que j'allais parler justement de ce côté négatif, tout ce qui est Satan, etc. Et le mec il a pas cherché à comprendre, ça fait titre dans sa tête, sataniste, bam, il m'a insulté partout sur plein de vidéos. Et c'est pareil aussi pour la religion. Moi je n'ai pas de parti pris, même si c'est d'ailleurs très difficile quand on est en Europe, surtout dans des grandes villes comme Paris où presque tout le monde est athée. Dès que vous commencez à dire un petit truc bien, trouver une qualité à la religion, tout de suite il y a tout le monde qui vous tombe dessus, vous vous retrouvez à 4, 5, 6 contre 1 dans une soirée. Et les gens qui connaissent ma chaîne depuis longtemps le savent que je ne suis pas religieux, mais je n'ai rien contre la religion bien comprise. Qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec le clergé, puisque le clergé ce sont des hommes et l'erreur est humaine. J'ai des vidéos que vous pouvez regarder sur Jésus ou même sur le prophète Mahomet ou Mohamed. Donc ceux qui sont abonnés sur ma chaîne depuis longtemps savent que je n'ai rien contre les religions, au contraire même. Donc il faut bien que vous compreniez que ce que je vais dire, ce n'est pas... Moi, je ne prends pas parti. Je vais essayer justement à chaque fois de faire la thèse et l'antithèse, de me mettre du côté de la religion, mais aussi du côté de l'ésotérisme. Parce que comme vous allez le voir dans cette vidéo, il y a eu une scission, et donc je vais essayer d'argumenter, de trouver des arguments pour chaque côté. Le but est surtout de comprendre ce qui s'est passé, parce que la religion est indissociable de l'histoire. On ne peut pas comprendre l'histoire sans s'intéresser à la religion. Et on ne peut pas comprendre aussi la religion sans s'intéresser à l'histoire. Et il y a un truc aussi important à dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de références alchimiques dans les religions qu'elles ont été créées pour ça, pour véhiculer ce message. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de références alchimiques, comme on a pu le voir jusqu'ici, que Jésus n'a pas existé. Vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre. Il a très bien pu exister, et puis par la suite, on a rajouté toute cette couche alchimique, comme il y a d'autres couches, il y en a plein d'autres couches, il y a une couche astrologique, etc. D'ailleurs, il faut bien comprendre que le Nouveau Testament est un ensemble de 4 livres, de 4 évangiles. Mais à l'origine, il y en avait plus d'une vingtaine. Et le Vatican a fait le tri, on en a choisi 4 parmi une vingtaine. Et je ne suis pas en train de critiquer, parce qu'il fallait bien faire le tri entre ceux qui affabulaient, qui racontaient n'importe quoi, qui n'étaient pas là, et puis les vrais témoins, ceux qui étaient carrément même apôtres. Mais peut-être aussi qu'ils ont choisi, qu'ils ont écarté certains évangiles en fonction du message qu'ils voulaient faire passer. Et c'est pareil pour l'Ancien Testament. C'est un ensemble de 5 livres qu'on appelle le Pentateuque, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, ces livres ont été écrits des années, parfois des décennies après ce qui s'est réellement passé. Vous voyez?
C'est jamais le lendemain même, avec le souvenir tout frais de la veille, qu'on va raconter ce qui s'est passé. Non, c'est des années plus tard, avec différents points de vue selon la personne qui raconte. Voilà, ça c'est important parce que c'est vrai que plus on va accumuler ce genre de références alchimiques, et plus certains, je sais, vont finir par se demander si le reste n'est pas bidon. Ben non, je ne pense pas. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Bon, voilà, on va commencer cette vidéo. Allez, cet épisode n'a pas vraiment de ligne directrice. On va revoir un peu les symboles qu'on connaît bien ou même qu'on a juste survolés, comme la tour ou la croix, etc. Et de fil en aiguille, en les abordant, forcément on abordera aussi d'autres symboles qu'on ne connaît pas encore, comme le château, le lion, la licorne, le phénix, ou encore le poisson, etc. Bon, je m'aperçois que, encore une fois, j'ai visé un peu trop loin. Je me retrouve avec presque 2 heures de vidéo, et surtout, il y a toute la partie sur la scission dont je vous ai parlé, que je n'ai pas encore enregistré, même si j'ai toutes les images et tout ça. Donc ce que je vais faire, pour ne pas trop vous faire attendre, c'est déjà publier les 2 premières parties de cet épisode, et dans quelques jours, quand j'aurai terminé, la 3e partie qui justement va parler de cette fameuse scission entre les religions et l'ésotérisme. Parce que sinon vous êtes parti pour attendre encore plusieurs jours, alors que j'ai déjà les 2 tiers de l'épisode. C'est dommage. Alors je vous avais parlé dans le 2e épisode du sel. Vous savez, il y a le sel, le soufre et le mercure. Le sel, c'est la matière. Et c'est une clé, le sel. On retrouve cette clé dans des mots. Donc, je vais vous donner quelques exemples maintenant. Regardez un mot comme une selle. Une selle, c'est justement là où on pose notre cul, oui, nos fesses. Et justement, avec nos fesses, quand on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On fait nos besoins. Mais les besoins, ce sont les excréments. Et il y a aussi un autre nom pour dire ça, un autre mot. C'est les selles. Ce sont les selles. Les excréments s'appellent aussi des selles. Et c'est de la matière, c'est noir, ça sent mauvais. Prenons un mot comme le cellier. Un cellier, c'est l'endroit où on va enfermer de la nourriture pour la conserver. On trouve la notion d'enfermer, comme la matière. Le i à la fin, c'est juste un suffixe. Vous voyez, c'est bien le sel. Regardez une cellule. Une cellule enferme, c'est là où on va mettre des prisonniers, mais même d'un point de vue biologique. Une cellule contient toujours quelque chose, des molécules, etc. Le ul à la fin, comme je vous l'avais déjà dit, ça veut dire petit, tout simplement. Mais il ne faut pas confondre avec uscule, qu'on retrouve dans minuscule et majuscule. Ça n'aurait pas de sens, puisque majuscule, ça ne veut pas dire petit, au contraire, ça veut dire grand. Donc cellule, petit sel. Prenons maintenant le verbe sceller. Encore une fois, on retombe sur le fait de fermer quelque chose, comme la matière, de l'enfermer. On va sceller, par exemple, une lettre, avant, à l'époque, avec de la cire, etc. Là, vous voyez, c'est un peu comme avec le 7, c'est S et C. C'est la lettre S collée au C. On sait que le S et le C sont interchangeables. Le verbe ciseler, ciseler. On le lit comme un Z, mais en réalité, quand on décompose le mot, on retire le ER, bien sûr, à la fin, comme c'est un suffixe verbal. Il reste si, et si on coupe en deux, sel. Quand on le décompose, on ne le lit pas zel, on le lit sel. Donc si sel, s'il y a du sel, on coupe. Ciseler, c'est ça que ça veut dire. Ciseaux, on cisèle, coupe, on divise en tranches la matière, s'il y a du sel, s'il y a de la matière. Mais il faut faire attention parce que des fois, comme il y a le suffixe EL ou E2LE, ça peut juste être un suffixe. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Mais il y a quand même parfois des mots intéressants, comme par exemple les aisselles. Aisselle, c'est le sel. Et les aisselles, justement, ça sent mauvais, et bon, on peut dire que c'est sale. Dès qu'on fait un peu d'effort, c'est là où on va le plus transpirer, et c'est là où il va y avoir de la saleté. Il y a aussi le mot vaisselle, vous voyez, qui est très proche du mot aisselle. Il y a juste la lettre V qui change. Nous, on sait que le V, c'est la couleur verte, ou juste vers, aller vers quelque chose. Donc, vous voyez, aller vers le sel est la vérité cachée du sel. Et pourquoi? Parce que la vaisselle est blanche. Et comme le verre qu'on avait vu, il est destiné à se casser, à se briser un jour. De toute façon, tôt ou tard, votre vaisselle se cassera. Et ce sera blanc. Vous voyez? On tombe vraiment sur la deuxième étape du grand œuvre. Quand on dépasse la matière, le sel, c'est blanc. Il y a aussi le mot parcelle. Vous voyez? On pourrait le lire comme une part de sel, une part de matière. Et justement, une parcelle, c'est une part de terre. Ou encore dans le mot sorcellerie. Vous voyez, je vous avais parlé de sort et même de sortilège. Mais dans sorcellerie, on retrouve le sel. Eurie à la fin, c'est un suffixe, comme dans boulangerie. Donc sorcelle, sortir du sel, sortir de la matière. Comme je vous avais dit, consiste à sortir la lumière de la matière. Et d'ailleurs, je reviens sur le mot magie. Il y avait aussi un premier niveau de lecture que j'aurais pu vous donner, qui est le plus simple, le plus évident en fait. C'est que la racine mag veut dire grand en latin, normalement. C'est pour ça qu'on le retrouve dans l'art mania, le grand art, le grand œuvre. Ou bien dans majuscule, même majuscule. Vous voyez, au début, on a juste changé le G en J. Mag devient mage, donc grand, donc majuscule. Vous vous rappelez, je vous avais dit que l'alcool avait été inventé ou découvert plutôt par des alchimistes, et plus précisément par des alchimistes arabes. C'est pour ça qu'on retrouve le al à chaque fois devant, par exemple devant alambic, un alambic.
Ou même élixir, on va faire des élixirs avec l'alambic, vous voyez. Et on le retrouve aussi dans alcool. Le col, on y reviendra plus tard, mais c'est une clé importante. Donc en fait, c'est le col de Dieu, ou la lumière dans le col. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, l'inventeur de l'Armagnac était un alchimiste. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Armagnac, qui veut dire, comme on l'a vu, Armagna, donc le grand art, le grand œuvre. Parce que c'est en essayant de faire le grand œuvre, justement, qu'il a découvert cette fameuse boisson. Maintenant, nous qui savons que le A peut être changé en E ou en O, le sel peut donner sal. Et on le vérifie très facilement, puisque quand on met du sel sur quelque chose, on le sale. C'est le verbe saler. On a changé le E en A. Et ça rejoint aussi la saleté, ce qui est sale. Donc c'est de la matière. Le T à la fin, c'est le suffixe T-I-T. Il y en a plein, hein. Par exemple, une salade, la salade pousse dans la terre, quoi. C'est vraiment au niveau du sol, salade. Le ad à la fin, c'est un suffixe, comme dans balade. Ou une salle, dans une maison, une salle. Comme ça, on ferme, ben c'est sale. Ou même quand on se dit salut, salut. Ben le UT, on renverse, tu sales, tu sales. Pourquoi? Parce que quand tu dis salut, forcément, tu rejoins quelqu'un, ou tu le quittes, mais il y a cette notion de rassemblement. Il y a cette notion d'union, et donc on rejoint l'alchimie, on rejoint le fait de dissoudre la matière, tout ça. On pourrait même traduire ça par le verbe tuer. Tuer le sel, tuer la matière, diviser la matière. Si on change le E en O, ça nous donne sol. Alors déjà, le sol, c'est de la terre. On retombe sur la matière. Il y a bien sûr le soleil. Le ei à la fin est juste un suffixe. D'ailleurs, ça vient de sol en latin, qui s'écrit juste S-O-L. Et bien sûr, c'est une référence au fait qu'il y a de la lumière à l'intérieur du sol, à l'intérieur de la matière. Ou inversement, qu'il faut utiliser le feu du soleil pour décomposer la matière. Comprenez un peu? Et comme c'est de la matière qui enveloppe, qui enferme, ça va nous donner par exemple le mot solide, quelque chose qui est solide. Le id à la fin, c'est un suffixe. Mais comme cette matière, il faut bien la dissoudre, ça va aussi nous donner des mots comme soluble, quelque chose qui est soluble, qui peut être rendu liquide, qui peut être liquéfié. Ou bien une solution. Une solution, c'est un liquide. D'ailleurs, c'est drôle parce que est-ce que ça veut dire que à l'époque, à chaque fois que les gens avaient un problème, ils allaient voir un alchimiste, un peu comme aujourd'hui encore dans certains pays comme en Afrique, ils vont voir le marabout, ben, ils allaient voir leur alchimiste pour régler leurs problèmes. Par exemple, il y a une femme qui voulait que son mari ne soit plus impuissant, par exemple, et ben elle allait voir, elle lui exposait son problème et lui, il lui donnait une solution. C'est un liquide, mais c'est aussi une solution au problème. Peut-être qu'à long terme, c'est de là que vient ce mot. Mais il y a aussi, par exemple, le mot solitude. Vous voyez, la solitude, c'est être dans la matière. Attention parce que la lumière, c'est le un, oui, mais c'est l'unité. Vous voyez, c'est le fait de rassembler. Alors que là, la solitude, bien que ce soit le un, c'est le fait d'être séparé des autres. C'est le fait d'être éloigné, d'être tout seul dans son coin. C'est le contraire de l'union, d'être tout seul dans son coin. C'est pour ça que c'est la matière. Même dans le mot désolé, dé, je crois que ça veut dire sortir, ou bien l'inverse. C'est un préfixe. L'inverse de la matière, c'est être désolé. Regardez un mot comme un soldat. Soldat. Le AT à la fin, c'est comme ET, donc c'est le verbe être. Est de sol. Soldat. Sol de est. Soldat, soldat, est de sol. C'est de la matière. Donc du coup, on peut le sacrifier. Vous voyez, on peut... Ou même les soldes, faire des soldes, vous voyez, comme ça a moins de valeur, ben, on associe ça à la de la matière. Solde, de, sol, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Revenons maintenant sur la clé arc. Je vais vous donner encore quelques exemples. Si on prend la clé avec sa déclinaison car, vous savez, il y a arc, cra, car et même char. Si on prend la déclinaison car, on a des mots comme cardinal, soit c'est car d'un, donc la lumière, l'unité de la lumière de un, vous voyez, la lumière de Dieu. Même le al à la fin, on pourrait le lire, puisque al, ça veut dire au-dessus, dans le ciel. Pour ça qu'on le retrouve dans des noms ou des mots comme Allah, Alléluia, Valhalla, pour les nordiques, etc., etc. Et on pourrait même dire que le un est aussi un suffixe. Donc ce serait deux suffixes d'affilée, et finalement, la racine, ce serait juste car, de, d apostrophe, de car, de l'arc, de la lumière, le cardinal de la lumière. Prenez un autre mot qui a un lien avec la religion, le carême, car, est, le est avec un accent circonflexe. Je vous l'avais dit, la plupart du temps, quand il y a un accent circonflexe, c'est une référence au verbe être. Donc, car, être, me à la fin, c'est juste en, mais à l'envers, avec un m à la place du n. Donc, car, être, en car, est en arc, est en lumière. Regardez l'arbre, le carité. Nous, on sait que it, c'est juste un suffixe, donc la racine, c'est bien car. Sauf que là, vous voyez, le c a été changé par un k. Comme je vous disais, la lettre c peut parfois être interchangée par la lettre k. Avec cet arbre, bien sûr, on fait le fameux beurre de carité. Le caramel, car, am, l. Am, c'est juste en, vous voyez à chaque fois. En car, le l à la fin, c'est un suffixe. Ça peut aussi être l, al, qu'on a vu tout à l'heure, mais pour aller à la racine, on va dire que c'est un suffixe. Donc, en car,
caramel. Prenons un mot maintenant comme carrière. Déjà, d'un point de vue professionnel, il y a la carrière, mais il y a surtout la carrière de laquelle on va extraire des pierres. On retombe sur la pierre. Le hier à la fin, c'est un suffixe, donc là où on va extraire la pierre, ça s'appelle la lumière, pierre de lumière. Maintenant, si on prend la déclinaison char, bien sûr, il y a le char, comme le char d'Apollon, qui, comme par hasard, va tirer le soleil avec son char. Mais si on prend cette racine, char, et qu'on rajoute le suffixe ité à la fin, ça donne la charité. Ou si on rajoute me comme en, vous voyez, comme tout à l'heure, avec le carême. On sait que me, c'est juste en. Donc me à la fin de char, ça donne le charme. Être charmé par quelqu'un. Être charmant. Sinon, vous savez, le E, on peut aussi le retirer. Le E, il peut parfois être muet, donc ce serait juste la lettre M, et donc l'amour de la lumière. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque fois, c'est la même chose en français. On prend la racine, prenons par exemple le mot, la racine contre, c'est C-O-N-T-R. Et une fois qu'on a cette racine, la première chose qu'on va faire pour former le premier mot, c'est rajouter un E à la fin. Et donc ça va nous donner contre. Ensuite, on va retirer le E et on va mettre un autre suffixe. On va mettre par exemple R et ça va nous donner contraire. Vous voyez ? On va retirer le R, on va rajouter le AINT, ça va nous donner contraint, contrainte, contraint, etc., etc. Il y a cette bande dessinée où le héros est un magicien, un enfant magicien, un peu comme Harry Potter, et il s'appelle Archie Green. Est-ce que vous voyez un peu la référence ? Le prénom, c'est Archie. IE, on l'enlève, c'est un suffixe. Archie, c'est l'arche, l'arc, la lumière. Et green, green, on sait, en anglais, green, il y a juste à retirer le E à la fin. Ça donne green, vert. Donc, lumière verte. La vérité cachée de la lumière. Il y a un tome où, bien sûr, on retrouve le dragon en forme d'Ouroboros. Revenons maintenant un peu à l'œuf. En regardant une des vidéos précédentes où je parlais de l'œuf, je vous avais parlé du mot neuf, justement pour vous dire que ça se prononçait de la même façon que l'œuf, et donc on pouvait très bien l'écrire EUF, tout simplement. Et je voulais revenir sur ce mot parce que vous voyez bien, qu'est-ce que ça veut dire neuf ? Ça veut dire quelque chose qui est nouveau. Et nous, on sait que le N, c'est un N apostrophe, donc c'est la négation. On sait aussi, grâce à l'œuf, que le EUF, c'est le feu. Donc négation œuf, négation feu, n'est pas la lumière, n'est pas le feu, n'est pas la lumière. C'est ça que ça veut dire le neuf. Et c'est nouveau. Donc par opposition, ce qui est ancien est la lumière, puisque ce qui est nouveau n'est pas la lumière. Vous comprenez ? Et c'est logique, puisqu'à l'origine, il y avait la lumière. Et on peut le voir justement à travers un autre mot que je vous avais donné avec la clé arc, puisque le mot archaïque signifie quelque chose qui est très très ancien, qui est très vieux. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une connotation négative, puisque en général, ce qui est vieux, donc primitif, est rabaissé par rapport à ce qui est moderne. Mais ça veut juste dire très vieux. Et donc, on voit bien que ce qui est très vieux, c'est la lumière, puisqu'il y a l'arc, c'est archaïque. Et ce qui est nouveau n'est pas la lumière, c'est neuf. J'avais fait une petite erreur au sujet de la clé vert, quand je vous avais cité le mot, l'exemple versé. C'était pas vraiment une erreur, en fait, c'est juste qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, je vous avais traduit le ET à la fin par le verbe être, ce qui est tout à fait faisable. Mais le niveau le plus simple que j'aurais dû vous donner en premier, c'est tout simplement que c'est un suffixe. Parce qu'il y a un suffixe ET, E de TE, comme dans une cassette, comme une baguette, une cachette, un fouet, un trajet, un projet, un valet, ou même le volet d'une fenêtre. Donc, si on retire le suffixe, la racine d'un versé, c'est vraiment le vers, avec le S qui se change en T. Et c'est marrant parce que vous voyez, il y a des exemples que je vous donnais, mais je ne pouvais pas approfondir, je ne pouvais pas vous expliquer pourquoi, puisque vous n'aviez pas encore les éléments pour vous permettre de comprendre. Par exemple, quand je vous donnais l'exemple des bretelles, avec la clé vert, mais qui se lit pas vert, mais Berthe, et ça donne Brette, comme la Bretagne. Et j'avais dit la bretelle, les bretelles. Mais pourquoi est-ce que les bretelles voudraient dire la vérité cachée ? Vous vous êtes peut-être posé la question, mais je ne pouvais pas vous le dire, mais c'est tout simple. Maintenant qu'on connaît le caducée avec la version des 2 barres, des 2 colonnes, 2 barres, 2 colonnes, c'est exactement comme les 2 bretelles. La vérité cachée, elle est là, elle est dans les 2 colonnes. Un peu comme le World Trade Center. Au sujet du serpent, j'ai oublié de vous dire qu'il existait avant un mois dans le calendrier qui s'appelait le Serpentaire, qui correspond justement à une constellation qui porte le même nom, la constellation du Serpentaire. Et vous savez, le calendrier a beaucoup changé, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas très juste en réalité, si on se réfère à l'astrologie. Mais même ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il y avait un mois qui s'appelait le Thermidor, puisqu'il y a le 9 de Thermidor. Ce que vous voyez là, c'est le globe céleste. Et il y a aussi le globe terrestre. Il y a un artiste là, contemporain qui a fait ces 2 globes, justement. Notez bien que les méridiens et les parallèles sont de couleur dorée. Ça paraît anodin comme ça, mais ça ne l'est peut-être pas. Donc j'en profite pour vous en parler parce que souvent, dans les gravures alchimiques ou autres, au-dessus des 2 colonnes, ce n'est pas le soleil et la lune qu'il y a, mais à la place, ils ont mis le globe terrestre et le globe céleste. C'est logique, puisque justement le jour, on voit la terre, on voit ce qu'il y a sous nos pieds, ce qui est autour de nous, mais la nuit, on regarde le ciel, puisqu'il n'y a plus de lumière, tout ce qu'on peut voir, c'est les étoiles. Et il faut bien comprendre que les deux se juxtaposent. C'est la même bulle, c'est-à-dire que c'est juste le point de vue de l'être humain qui change. C'est-à-dire que le jour, il regarde la terre, et la nuit, il regarde le ciel. Là, à gauche, c'est l'entrée d'un temple maçonnique.
Vous remarquerez au passage qu'il y a des Pégases autour des deux globes. Cette gravure est intéressante parce qu'on voit bien que des initiés se prosternent devant les deux globes, puisqu'ils représentent justement un couple royal, donc ils se prosternent devant le soleil et la lune. Et sur l'un des globes, il y a le serpent enroulé autour, comme le serpent enroulé autour de l'œuf, si vous voulez. Ça peut être enroulé autour du globe céleste, comme autour du globe terrestre. Ça revient au même, puisque comme je vous ai dit, les deux globes se juxtaposent. C'est la même chose, c'est la même bulle. J'en profite puisqu'on est sur le serpent pour vous montrer cette illustration maçonnique, où sur les côtés, ils ont remplacé les deux colonnes par des arbres. Donc on retombe sur le bois, comme d'habitude. On retombe sur le symbole du 8. La corde refait ce symbole du 8 à chaque fois, comme le serpent. Normalement, ça devrait être une évidence pour vous, avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Un truc intéressant que j'aurais pu vous dire avec le serpent, qui signifie le message ou le messager. Donc concentrons-nous maintenant un peu sur le mot message ou messager. Si on prend la lettre M, qui signifie l'amour ou la naissance, et à cette lettre-là, on y ajoute le suffixe S, qu'on peut retrouver à la fin de mots comme altesse, prouesse, promesse, déesse, etc., etc., etc. Donc, ça nous donne le mot messe, faire une messe. On tombe sur la religion, et justement, faire la messe, c'est délivrer un message. On tombe sur le message, et un message d'amour. On retombe sur l'amour. Maintenant qu'on a ce mot messe, prenons un autre suffixe, le suffixe age, qu'on va retrouver par exemple dans passage ou partage, et on le colle à la fin du mot messe. Et là, ça nous donne, bon, bien sûr, le E, on l'enlève. De toute façon, le E et le A sont interchangeables. Hop, hop, graphème, on peut très bien les fusionner, en faire ce qu'on veut. Donc, ça nous donne message. Vous voyez, on retombe sur le mot message. Et après, on peut continuer comme ça. Si on prend le suffixe ER, par exemple, comme dans ménager, ménagère, potager, par exemple. Donc, on prend le suffixe ER, on le rajoute à message et ça nous donne messager. Vous voyez que c'est vraiment 3 suffixes d'affilée et la racine du mot, c'est vraiment le M, l'amour ou la naissance. Donc il y a vraiment une connexion, vous voyez, entre le message, le serpent et la religion, puisqu'on le retrouve à travers la messe. Le ER, on peut très bien l'enlever et à la place on met ERI, comme dans boulangerie. ERI, à la fin, c'est un suffixe. Ça nous donne la messagerie. Attendez, on peut aller encore plus loin. Tout ça, on retire tout ça. On garde juste le messe. Et à la fin de messe, on rajoute le suffixe IE qu'on connaît. Et ça nous donne le Messie. Parce que justement, le Messie, c'est celui qui apporte le message. Ou alors l'amour, voire la naissance. Vous voyez comment ça se construit. Et on peut mettre le suffixe en, AN, en, on le retrouve dans artisan. Et puis le suffixe ic, qu'on retrouve dans politique, etc. Et donc, ça nous donne messianique. Ou alors, on enlève le ic, on met isme, messianisme. Dans le premier épisode, vous voyez, je vous disais qu'il y avait des mots qui sont, il y a des mots qui sont super longs. Et en fait, quand on les décompose, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule lettre à la base du mot. Au sujet du dragon, quand je vous disais qu'il gardait toujours un trésor, maintenant je vais vous le montrer avec la langue des oiseaux. Parce que si on décompose le mot dragon, déjà le on à la fin, on pourrait l'enlever. Parce que c'est un suffixe, comme dans compagnon par exemple. Et je crois même que ça désigne un animal aussi, parce qu'on le retrouve dans lion, lion, lionne, cochon, cochonne. Vous voyez ? Bref, drague, D-R-A-G. Il suffit juste de repositionner les lettres et ça nous donne G-A-R-D. Garde, la racine du verbe garder, puisque le ER est juste un suffixe. Garder, justement, le dragon, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde un trésor. C'est la même racine qu'on a utilisée pour créer le verbe garder, se mettre en garde, et qu'on a aussi utilisé pour créer le mot danger, parce que si on reprend le dragon, vous voyez, qu'on repositionne les lettres, il y a juste à changer le O en E, et ça donne danger. Donc on se met en garde toujours face à un danger, et après, comme le dragon, c'est le danger, il garde toujours un trésor, hop, on a pris cette racine pour faire le dragon aussi. Si on garde le on, en fait le on sait c'est l'unité, donc c'est la lumière, donc il garde la lumière, il garde le trésor. Maintenant, au sujet d'Hermès, j'ai oublié de vous dire des choses importantes, comme par exemple le fait que le mot hermétique signifie bien justement quelque chose qui est fermé, et quand on y réfléchit bien, on peut faire un parallèle, on peut dire que c'est une métaphore quelque part à la manière dont fonctionnent les sociétés ésotériques, secrètes, puisque justement c'est gardé à l'intérieur d'un cercle d'initiés, c'est fermé. C'est hermétique, parce que c'est de l'hermétisme. C'est Hermès qui a donné justement le mot hermétisme. On parle d'hermétisme quand on parle d'alchimie, en référence à Hermès, le dieu de l'alchimie de la mythologie grecque. J'en profite pour vous parler d'un personnage qui s'appelle Hermès Trismégiste. Trismégiste, ça veut dire 3 fois grand. Et on retombe sur le 3. Dans Trismégiste, le meg, c'est mag en fait. 3 mag. Donc forcément, 3 grands. Comme il y a ist à la fin, le 3 fois grand. Il existe des textes hermétiques qui datent de l'Antiquité grecque, et on attribue la paternité de ces textes à ce personnage, justement. C'est pas s'il a vraiment existé, ou si c'est un mythe, puisque tout est imagé, tout est codé en alchimie. Partons du principe qu'il existait. La première chose à laquelle on pourrait penser, c'est qu'il est sur un champ de bataille, puisqu'à ses pieds, déjà, il y a un homme, on dirait qu'il est mort. Et derrière lui, il y a tout un tas d'armes, d'armures, etc. En fait, ça va plus loin que ça. L'homme qui est mort, il est là pour faire une
référence à la première étape, la mort, le fait de tuer, de diviser, de décomposer la matière. Ensuite, les armes qu'il y a derrière. Si vous regardez bien, c'est quasiment que des armes. Parce que justement, les armes font référence au fait de percer la chair, de percer la matière, de tuer. C'est pour ça qu'il n'y a que des armes derrière lui. Et c'est pour ça que je vous ai mis l'illustration à droite, une autre illustration alchimique. Vous voyez, il y a tout un tas d'armes qui ont été nouées au milieu. Il y a aussi le tambour et le clairon quand on part à la guerre. Pourtant, c'est une illustration alchimique. On retombe sur tous les symboles qu'on a vus. L'épée, le bouclier, il y a des flèches aussi, un carquois rempli de flèches. Si vous regardez bien, il y a aussi un caducée. Tout ça, bien sûr, ce sont des références au fait de percer la matière. Et ce personnage, comme vous pouvez le voir, il est toujours représenté avec un globe. Alors, on ne sait pas si c'est le globe terrestre ou le globe céleste, puisque justement, ce qui est à l'intérieur n'a pas été dessiné. C'est toujours vide. Est-ce que vous comprenez la référence? Lui, son but, comme il est magicien, c'est de faire disparaître la bulle. Donc, on le représente en train de tenir le globe, sauf qu'on ne voit pas à l'intérieur. Le globe est transparent. Faisons une petite pause là-dessus et regardons le reste de la gravure. On retrouve le soleil et la lune, bien sûr. On remarquera sa coiffe en forme d'œuf, comme le pape. Le pape a une coiffe en forme d'œuf. Comme la couronne égyptienne aussi, il y a une couronne, je ne sais plus si c'est celle du roi ou de la reine, qui a la forme d'un œuf. Nous, on sait pourquoi. Donc revenons maintenant sur le globe. Là encore, d'autres illustrations, il est toujours en train de tenir ce globe. Mais il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a d'autres personnages célèbres qui aussi ont été représentés en train de tenir ce globe. Comme là à gauche ou à droite. C'est marrant parce que celui de droite, il a associé le symbole de Mercure avec ce symbole du globe. Et au milieu, il y a bien la lumière. Il a mis la lumière au milieu de la bulle. Regardez la gravure alchimique tout à gauche. C'est censé être Voltaire, là, assis. On sait que Voltaire, c'était quand même un salaud, hein. Mais c'était un alchimiste aussi, apparemment. Le globe terrestre est par terre et le globe céleste est dans le ciel. Et j'en profite pour vous montrer le lien avec le compas. Qu'est-ce qui symbolise vraiment le compas? En fait, le compas est un outil qui fait référence à la bulle. Parce que justement, c'est cet outil qui leur permet, symboliquement, de mesurer le diamètre de la bulle, de mesurer l'épaisseur du trait de la bulle. C'est pour ça que là, on voit le dieu qui est tout en haut, avec le globe céleste, qui est en train de mesurer la bulle avec son compas. À droite, c'est une peinture de Gucci encore. Vous connaissez la marque Gucci de vêtements, qui est assez célèbre. Et eux, ils utilisent un peintre qui est connu pour faire la promotion de leurs vêtements. Et ce peintre, il fait vraiment que des allusions à l'alchimie. Regardez par exemple cette peinture à droite, où on voit la main d'Hermès qui tient le globe céleste. Sur cette illustration alchimique à gauche, on voit le compas en train de tracer un cercle. À droite, ce vieux tableau chrétien, où on voit, je crois que c'est Jésus, en train de, ou alors un saint ou un apôtre, en train de mesurer la bulle avec un compas. Encore une illustration maçonnique où on voit deux frères en train de mesurer la bulle. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on utilise le compas. Bien sûr, c'est pas que pour ça, mais c'est l'une des raisons principales. Il y a aussi une pince que l'alchimiste utilise pour manipuler le creuset. Parce que le creuset est toujours brûlant, donc il faut forcément une pince pour pouvoir le manipuler. Sinon, on se brûle. Je vous ai fait cette petite illustration là, en haut à gauche. Si on regarde bien l'image de la coupe, on se rend compte qu'en fait, le pied fait référence surtout à la pince qui tient le creuset. Et ça, on va le revoir plus tard. Et vous verrez que c'est vraiment évident. Et cette illustration, vous voyez, elle est très intéressante de Hermès Trismégiste parce que elle montre beaucoup de choses. Déjà en bas, au niveau du four, sur les pierres, on voit qu'il y a marqué les 4 éléments. Déjà que c'est en latin, je crois. Ils l'ont écrit en plus à l'envers. Parce que là, l'illustration, elle est dans le bon sens. Hein. Mais c'est l'écriture qui a été mise à l'envers. Donc il y a les 4 éléments qui sont réunis parce que vous savez, un alchimiste, il va toujours utiliser les 4 éléments. Parce que déjà, il y a le feu pour la voie sèche ou l'eau pour la voie humide. Mais de toute façon, je pense que dans les deux cas, l'un ou l'autre va manipuler le feu et l'eau. Bien sûr, de toute façon, il y a de l'air partout autour de nous, mais même, il y aura un moment donné où il faudra souffler. On le voit clairement, il faudra souffler. D'ailleurs, souvent, c'est représenté par Hermès en train de souffler dans une espèce de longue... quel instrument je pourrais utiliser? Clarinette, ou en tout cas, c'est un seul tuyau très long pour insuffler ou alors pour expirer de la fumée. Et enfin, il y aura toujours de la terre, à commencer par le four. Le four est fait en briques, en terre. Le creuset est fait en terre, la céramique. Et enfin, dans le creuset, on va mettre de la matière, et on sait que la matière est associée à la terre. Il y a vraiment les 4 éléments. Rejoins, vous savez ce qu'on avait dit sur le 5e élément. On réunit les 4 éléments pour accéder à la quintessence. Donc on a les 4 éléments, on a l'alambic qui est posé sur du feu, le feu du four, dans lequel on peut voir un soleil et la lune, donc le roi et la reine, le mariage alchimique. À gauche, il tient une espèce de plateau sur lequel il y a gravé le signe de Mercure, donc d'Hermès. Mercure, Hermès, Mercure chez les Romains, Hermès chez les Grecs. Il tient aussi le caducée. Bien sûr, sur les côtés, on retrouve de la végétation, des arbres qui s'entrecroisent, vous voyez vraiment comme des références aux deux serpents. Mais même les colonnes aussi, torsadées, sont des références aux deux serpents. Et tout en haut, le soleil encore et la lune. Dans le fond, on retrouve la montagne, en fait c'est de la pierre, toujours une référence à la pierre. C'est marrant parce que tout en haut, au niveau de l'arche, on voit que la pierre commence à se fissurer. Et bien sûr, enfin, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pierre de lumière. Quand je vous parlais de l'échelle, j'aurais pu vous montrer cette sculpture, cette fresque sculpturale, comme ça qu'on dit.
à Notre-Dame de Paris, on voit clairement l'échelle en référence à Hermès. Il a même la tête dans les nuages, il nous le montre. Quand on regarde même comment le fauteuil ou la chaise sur laquelle il est assis est faite, on voit le côté serpent. Ça, vous voyez, c'est aussi à Notre-Dame, et vous remarquerez qu'elle montre un oiseau, parce qu'il s'agit d'alchimie. Et donc, pour comprendre, pour décoder, il faut connaître la langue des oiseaux. La langue des oiseaux s'appelle aussi la langue verte, parce que le vert, c'est la couleur de la vérité cachée. Ça aussi, c'est au Louvre. Vous voyez, on retrouve bien le H pour Hermès au Louvre. Mais même le nom Louvre, vous voyez un peu Louvre. Je vous avais dit dans le premier épisode que c'était la même racine qu'on avait pris pour faire le mot œuvre, le verbe ouvrir, ou encore le mot ouvrier. En fait, un ouvrier, il va ouvrir. Une œuvre, comme nous on sait que c'est un graphème, on retire le E et tout de suite ça donne ouvre. Et là, comment ça s'appelle? Le Louvre. C'est comme si ça s'appelait l'œuvre. En réalité, on rajouterait juste le E, c'est l'œuvre. Le Louvre, c'est l'œuvre, comprenez? Il y a un truc que j'avais oublié de vous dire par rapport à Hermès, c'est que c'est aussi le dieu des marchands et des voleurs. Nous, on connaît l'imagerie du pèlerin, donc vous voyez, les marchands, ça ne fait pas forcément référence au commerce, mais plutôt aux pèlerins, à ceux qui vont marcher, vont faire le pèlerinage. Et il est aussi le dieu des voleurs. Mais nous, on sait très bien que ça ne va pas être forcément des vrais voleurs, mais plutôt ceux qui volent, c'est-à-dire ceux qui parlent la langue des oiseaux. Et j'en profite pour vous parler de quelque chose qui est important. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que les voleurs et les oiseaux ont justement le vol en commun? Dans la mythologie grecque, c'est le dieu Prométhée qui a créé les humains avec de l'argile. Et à un moment donné, comme il voulait leur offrir l'intelligence, il a volé au dieu de l'Olympe le feu sacré des dieux, ce qu'on appelle le feu sacré des dieux. Il y a plusieurs noms différents, mais grosso modo c'est ça, pour l'offrir aux humains, qui nous a rendus intelligents. Mais vous voyez bien que c'est un vol qui est à l'origine de notre intelligence. C'est-à-dire que le vol n'est pas forcément négatif. C'est un peu comme avec Robin des Bois, qui va voler pour donner aux pauvres. Et en plus, je crois même qu'il va voler pour aller déjà jusqu'au mont Olympe et puis ensuite pour s'échapper. Bien sûr, les dieux fous de colère vont se venger et c'est pour ça qu'ils vont l'enchaîner à un rocher où il sera condamné à voir son foie dévoré toutes les nuits par un aigle. Son foie se régénère à chaque fois et l'aigle, tous les jours, vient dévorer son foie. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a de plus en plus dans le cinéma, dans les séries, d'histoires où les héros sont des voleurs. Il y a quasiment plus que ça. Et il y a même plein de films qui parlent de Prométhée, même dans Alien. Ils nous disent qu'à l'origine c'était Prométhée, qui est à l'origine de la race humaine. Sauf que là, c'est une version bien glauque. On avait vu qu'on pouvait faire une connexion entre Hermès et Aphrodite, puisqu'ils ont eu un enfant ensemble, qu'on a appelé Hermaphrodite. Vous vous rappelez? Donc on peut faire une connexion entre Hermès et le serpent, mais on peut aussi faire une connexion entre Hermès et le loup. Parce qu'en Égypte, dans la mythologie gréco-égyptienne, à un moment donné, dans certaines régions, ils ont fait une fusion entre le dieu Hermès et le dieu Anubis, qui a une tête de chien, donc de loup. Vous voyez, le loup, c'est l'ancêtre de tous les chiens. Le loup, c'est pareil que le serpent. C'est pour le côté mordant. Et donc, comme Hermès maîtrise la mort et la renaissance, puisque justement c'est le dieu de l'alchimie, et qu'Anubis est un dieu funéraire, c'est le dieu de la mort, donc logiquement, ils ont associé les deux pour montrer le point commun, la mort. Maintenant que vous connaissez le caducée, on va pouvoir approfondir un peu plus. Je vais vous donner 2 autres clés qui sont liées justement au caducée. Il faut d'abord connaître le caducée pour pouvoir comprendre ces clés. Alors, il y en a une qui n'est pas très importante, qu'on retrouve rarement, et il y en a une autre par contre qu'on retrouve assez souvent, et qui est assez importante. La première, c'est la clé sus. Nous, on sait très bien que les 2 S correspondent au serpent, donc on a 2 serpents, et au milieu, bien sûr, la lettre U correspond au creuset, puisque vous voyez bien que c'est le creuset, quoi. C'est comme la coupe. J'en profite aussi pour vous dire que la lettre Y, on sait que c'est juste un I grec, donc parfois c'est juste un I, mais regardez sa forme et vous comprenez que c'est la coupe, c'est le creuset. Donc le Y peut parfois aussi représenter le creuset. Et en plus on dit bien que c'est grec, vous voyez, la lumière grecque c'est un creuset, c'est l'hermétisme. Donc revenons à Sus. Donc on a 2 serpents et on a un creuset qui est au milieu du serpent. Vous comprenez que c'est une référence au caducée. C'est pour ça que justement, Sus ne veut pas simplement dire la mort, ça veut aussi dire la résurrection à la base, puisqu'il y a la mort et la résurrection. Mais bien sûr, comme au fil du temps, les gens ont arrêté de croire en la résurrection, donc on a fini par retirer cette partie-là, qui pour les gens n'avait plus de sens. Ils ont juste gardé le côté mort. Au passage, vous vous rappelez que le caducée a été échangé contre une lyre, et la lyre, vraiment, c'est la lettre U, quoi. Donc c'est vraiment le creuset. Regardez cette statue, c'est certainement Apollon qui vient de recevoir la lyre d'Hermès. Cette fois-ci, ils n'ont mis que 3 cordes. Mais vous voyez, c'est pas 6 ou 8, c'est soit 7, soit 3. On retombe quand même sur des chiffres importants. La seconde clé, c'est l'As. Et l'As, on la retrouve quand même assez souvent, même dans les jeux de cartes. Vous voyez. Donc l'As, c'est un A et un S. Le S, on sait que c'est le serpent. Et la lettre A signifie la division. C'est comme la lettre I, mais qui s'est divisée en fait. Ça signifie la division. Division, serpent, diviser le serpent. Donc partir d'un serpent pour
en avoir deux qui justement vont s'entremêler. Vous voyez, donc c'est le caducé. On peut le voir par exemple dans dia. Le préfixe dia signifie diviser, la division. Parfois c'est juste di, mais la plupart du temps c'est dia. Et donc de i, ça on le sait, de la lumière, a. Donc la lumière se divise, de la lumière ça se divise. Et on peut le retrouver dans des mots comme, vous voyez, il y a le symbole qui rassemble, et en opposition au symbole, il y a le diabole, ou la diabole, je ne sais plus si c'est au féminin ou au masculin, qui divise. Dans le mot diapason, diapason, divise pas le son, ne divise pas le son. Le diapason sert à quoi? Sert à accorder une guitare, justement. Ou un dialogue. Log, le suffixe log vient de logos, qui veut dire discours. Donc, dialogue, diviser le discours. Et c'est normal, puisque un dialogue se fait forcément entre deux personnes. Deux personnes qui parlent, donc on divise la parole. Il y a la dialectique, etc. Il y a même le diable, même si le diable, il y a plusieurs façons de lire, puisque le suffixe able existe. Donc ça peut être juste dit. C'est comme mal. Le mal, quand on décompose, c'est le M, donc l'amour, la naissance, et al, c'est la lumière. Vous voyez, on retombe sur ce qu'on disait la dernière fois, le mal n'est pas forcément négatif en alchimie. Il n'y a pas de vie sans mort, en contrepartie. Le mal et le bien sont complémentaires. Et l'as, parfois, on écrit A-C-E, comme en anglais. Donc Versace, l'as, vert, en fait. La vérité cachée du caducé. C'est ça que ça veut dire Versace. Et regardez un mot comme perspicace. Pers, pique, as. Percer, en utilisant l'as de pique, comme persévérer, avec percer devant perce. Percez et vous verrez. Percez la matière et vous verrez la lumière. Il faut persévérer, certainement parce que c'est difficile. Ou bien percevoir, perce pour voir. Perce la matière pour voir la lumière. Alors dans l'épisode précédent, on avait parlé de la tour, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait dit par exemple que souvent les magiciens vivaient dans une tour, qu'il y avait la tour dans le jeu d'échecs, ou même dans le jeu de tarot, etc., etc. Et maintenant, on va approfondir un peu plus. Vous savez, l'alchimiste, il utilise toujours un four, puisqu'il va forcément utiliser la chaleur pour décomposer. Vous vous rappelez, on avait vu tout ça. Son creuset, il faut bien qu'il le place dans un four pour pouvoir le chauffer. Et donc c'est souvent des petits fours en pierre, et justement, il existe un four qui a la particularité de ressembler à une tour, puisque c'est une construction à plusieurs étages. C'est un four qui a plusieurs étages, et on l'appelle l'Athanor. On le retrouve sur des illustrations alchimiques, comme ici, à gauche, on a le roi et la reine autour de l'Athanor, là avec le lion d'un côté, et Hermès de l'autre. Et à l'intérieur de cette tour, justement, il y aura toujours un alambic, un grand alambic. Là, sur la gravure de gauche, on voit bien cet alambic. L'homme tient un alambic géant, vraiment très grand. Et à droite, on voit le même, dont la tête dépasse de l'Athanor. Vous savez, il y a peut-être une nuance à faire, c'est que je ne suis pas sûr que l'Athanor désigne vraiment le four ou l'alambic, parce que c'est un alambic particulier qui est très grand, et donc qu'on n'utilise qu'avec ce type de four, sur plusieurs étages. Peut-être qu'avec le temps, on utilise l'Athanor pour désigner le four, mais à l'origine, ce nom désigne l'alambic. Sur l'illustration de droite, on voit un artisan qui est en train de construire, d'assembler les différentes pièces pour construire un Athanor. Sur ces peintures, on voit bien l'alambic à l'intérieur de la tour, et ils ont vraiment fait le lien avec la carte de la tour dans le tarot, vous savez, où il y a toujours la foudre qui s'abat sur le sommet de la tour avec les deux personnages qui sont en train de tomber. Alors bien sûr, en archéologie, on a trouvé plein d'Athanors d'origines diverses à travers le monde, comme ceux-là. Si je me rappelle bien, celui qui est tout à droite, il vient de Grèce. Vous voyez la photo tout à gauche? On voit tout un tas de poteries en céramique qui servent à l'alchimiste, et on en voit certains qui ressemblent à l'Athanor, même si je pense que c'est des modèles un peu réduits. Et remarquez déjà qu'il y a ces espèces de tuyaux, de bouches pour justement évacuer le liquide qu'il y a à l'intérieur. Il y a cette notion de transvaser. À un moment donné, on va faire passer un liquide d'un récipient à un autre. De l'Athanor, on va extraire un liquide de l'Athanor, par exemple. On y reviendra plus tard. Regardez cette sculpture. C'est sur Notre-Dame de Paris. On voit un guerrier qui est en train de défendre un Athanor. Bien sûr, on pourrait croire que c'est de l'architecture, que c'est une tour, mais en réalité, c'est un Athanor si on regarde bien. Surtout que les allusions alchimiques, c'est vraiment pas ce qui manque à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. En Chine, on a retrouvé les Athanors chinois. Il y a une alchimie chinoise qui est vraiment très vieille et très puissante. Et là, on voit bien, même sur l'illustration à droite, il est en train d'utiliser un Athanor. Et on voit même le côté transvasé, le côté où le liquide est extrait, transvase d'un récipient à l'autre. Là, vieille Athanor, je crois que c'est grec. Vraiment, on voit que c'est un Athanor de luxe, en quelque sorte, avec toutes les gravures et tout, vraiment très beau. Et il est exposé dans un musée. Et si on regarde bien de près, on voit qu'à gauche, il y a Hermès qui tient le caducée. Au milieu, il y a le roi qui tient le soleil. Et tout à droite, il y a la reine qui tient la lune. Tout en bas, on voit l'ouverture, là où il y a le feu. Et il y a aussi des espèces de tiroirs, d'autres ouvertures, puisqu'il y a plusieurs étages,
À gauche, c'est une photo récente d'un Athanor, mais là, on voit qu'il n'y a que le rez-de-chaussée, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas d'autres étages. Il a mis un couvercle sur le premier étage. On voit très bien que si on retire le couvercle, on peut rajouter d'autres étages. La spagyrie, si j'ai bien compris, c'est une branche de l'alchimie qui concerne uniquement les plantes, en tout cas surtout les plantes, et qui consiste à faire des potions, des remèdes pour soigner. Vous voyez, quand je vous parlais de transvaser, c'est pour ça que sur ce genre d'illustration alchimique, on retrouve cette notion d'eau, de fontaine. Vous voyez, il y a des robinets, il y a des liquides qui sortent. Donc forcément, on utilise la fontaine en référence à ça. Dans la peinture de droite, on voit bien vraiment la tour derrière, le couple royal qui est en train de fusionner. Parce que justement, si c'est un couple, il y a de l'amour à un moment donné, il y a une fusion. Et ils sont dans un espèce de bassin rempli d'eau, peu associé à la fontaine. Sur cette illustration, on voit le couple royal dans justement un bassin d'eau, référence certainement à la fontaine. Au-dessus d'eux, les deux rubans, c'est évident maintenant pour vous, c'est forcément les deux serpents, puisqu'ils représentent les deux serpents. Ils ont mis le soleil et la lune dans l'eau. À droite, le couple royal est assis, et au milieu d'eux, il y a cet alambic géant, dans lequel on retrouve le couple royal. Il y a le vrai couple royal qui est en train de faire le mariage alchimique. C'est certainement peut-être pour nous montrer que les rois étaient au courant de tout ça. Alors c'est marrant, je vous ai dit, les couleurs sont importantes, donc ils sont habillés en vert, comme la vérité cachée, et au niveau de leur tête, donc au niveau de l'esprit, là où c'est le plus volatile, le plus subtil, tout à la fin, quoi. La lumière rouge de la pierre philosophale, donc c'est tout à la fin, bah forcément c'est au niveau de la tête. Leur tête est rouge, en conséquence. Vous voyez la référence? Et si vous faites attention, vous remarquerez que la position de l'oiseau est importante. Parfois, on voit l'oiseau qui sort de l'alambic, même sans alambic, en train de monter vers le ciel, et des fois, vous voyez l'oiseau qui, au contraire, est en train de chuter vers le sol. À un moment donné, on va retirer l'esprit d'une matière, et la première partie, puis la deuxième, avec les émotions. Mais à la fin, comme je vous avais dit, pour créer la pierre de lumière, on va faire le chemin inverse. Donc, on va reprendre cet esprit, l'oiseau, et on va l'insuffler dans une matière, qui en l'occurrence est transparente, pour qu'on puisse voir à l'intérieur. C'est pour ça que l'oiseau, d'un côté, on peut le montrer en train de sortir d'un alambic ou en train de monter vers le ciel, et parfois on peut le représenter au contraire en train de descendre vers le sol, en train de rentrer dans l'alambic. Et donc là, on rejoint cette notion de transvaser un liquide, et on retombe sur cette image du Verseau, par exemple, en astrologie, ou même là, regardez, là c'est à Notre-Dame, ou même dans le tarot, il y a une carte correspondant au Verseau qui s'appelle l'étoile, où on voit une femme en train de transvaser d'un vase à l'autre, on voit le liquide qui passe d'un vase à l'autre, ou alors elle verse les deux vases. Regardez dans Le Seigneur des Anneaux, quand Saruman, le magicien qui est mauvais, meurt, il est tout en haut de la tour, et il meurt en tombant. Déjà, on voit la roue en arrière-plan, parce que la roue est un symbole important, ça fait référence à la roue de la fortune, par exemple. La roue, c'est vraiment un cercle avec une croix au milieu. C'est juste que la croix a plusieurs rayons, on s'attend toujours à ce que la croix n'ait que 4 rayons, elle peut en avoir 6, par exemple. Et donc là, le magicien mauvais va se faire tuer, et il va tomber de la tour. On retrouve cette image des hommes qui tombent de la tour pour mourir, et il va s'empaler sur la roue de la fortune. Et en même temps, comme il y en a toujours deux qui meurent, en même temps, il y a aussi l'autre méchant, qui est de couleur noire. Vous voyez, on retombe sur le blanc et le noir. Et lui aussi, il se fait tuer. Et il se fait tuer comment? En se prenant une flèche en plein cœur. Vous verrez après que c'est une image importante, mais on y reviendra plus tard. Pour continuer sur la tour, on va aussi parler du château. Le château aussi est un symbole important, puisque le château contient des tours. Forcément, la plupart du temps, les châteaux ont des tours. Et en plus de ça, c'est le lieu où vit le roi et la reine. Sans parler du fait qu'il est en pierre. Et donc là, vous voyez sur ces illustrations, l'Athanor est plus ou moins dessiné comme un château. On associe l'Athanor au château plutôt qu'à la tour. Vous savez, en France, il y a des châteaux qui sont connus justement parce qu'ils ont appartenu à des alchimistes, comme le château de Jumilac, ou Jumillac, je ne sais pas comment ça se prononce, ou encore le château des Avenières. Et là, il y a carrément toute une pièce dont les murs et les plafonds sont recouverts avec des cartes du tarot. Regardez, n'oubliez pas que dans le tarot, il y a une carte qui s'appelle le diable, sur laquelle on retrouve le Baphomet. Mais on va y revenir plus tard dans la vidéo. Vous savez, Miyazaki était certainement un alchimiste, en tout cas un initié, et on retrouve de l'ésotérisme dans tous ses films, dans tous ses mangas. Et il a fait, si je ne me trompe pas, il a fait au moins 3 films avec un château. Il y a d'abord le château de Cagliostro. Cagliostro même, c'est le nom d'un célèbre alchimiste, le comte de Cagliostro. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film parce qu'il est très alchimique. On retrouve le mariage alchimique avec la princesse et le prince. À la fin, il y a un énorme barrage qui cède avec de l'eau qui arrive. On retombe sur l'imagerie de la fontaine et de l'eau avec la Tanor. Et plein de symboles comme ça. Même le héros est un voleur. On retombe sur l'imagerie du voleur. Il y a le château dans le ciel. Il est où le château? Il est dans le ciel. C'est une pierre qui vole, vous voyez, parce qu'elle est légère. Ou encore le château ambulant, un château qui marche, comme le pèlerin qui erre. Dans le château ambulant, il montre bien une scène, un souvenir du héros, où on voit comment il a eu son pouvoir. En fait, c'était une étoile filante, donc une étoile de la lumière qui passait. Donc il y en a une qui s'est dirigée vers lui, il l'a saisie et il l'a avalée, la lumière à l'intérieur de lui. Et après, il a recraché et ça donnait Calcifère. C'est un démon qui est rattaché à lui, et c'est ce feu qui contrôle le château, donc il est très important. Calcifère, Lucifer, vous voyez un peu
la ressemblance, Cal, C-A-L, on retourne. Ça nous donne quoi? Ça nous donne lac, le lac, comme dans Excalibur. Vous voyez? Ou même Cal, C-A-L, on change le C en G, ça nous donne Gal. Gal, ça veut dire la pierre. On verra ça plus tard, mais ça veut dire la pierre. La malédiction de Calcifer, qui est du feu, c'est d'être enfermé dans ce château, dans la cheminée. Il est lié à ce château, et le château, c'est de la pierre, donc du feu dans la pierre. Vous voyez un peu la pierre de lumière? C'est marrant parce qu'il y a une scène où on voit que Calcifer mange des coquilles d'œufs, donc comme la bulle du monde.